Le Nord-Atlantique, vaste et froid, semblait, ce matin-là, cacher quelque chose sous son horizon d'ardoise. Ce n'était pas un cargo, ni un simple croiseur. C'était une masse d'acier, une coque immaculée et tendue comme un arc, qui avançait avec une résolution presque silencieuse. Les observateurs britanniques n'avaient pas besoin de deviner longtemps. Les rapports se succédaient, nerveux, laconiques, marqués d'heures et de coordonnées. Un grand bâtiment allemand avait quitté ses eaux familières et s'enfonçait vers l'océan. Dans les salles d'opération, les voix se faisaient sèches, les stylos grinçaient. Avions, navires, stations radars s'alignaient sur une carte qui, tout à coup, paraissait trop petite. L'odeur de la pluie et du mazout se mêlait à celle d'une inquiétude plus ancienne. Si ce navire atteignait sa zone d'action, il pourrait infléchir le cours d'une guerre déjà totale. À bord, chaque pas résonnait. Les machines vibraient comme un cœur pressé, la discipline faisait tenir ensemble des centaines d'hommes rivés à des procédures apprises jusqu'à l'obsession. On ne part pas ainsi sans mesurer le risque. Une erreur, un obus bien placé, une fuite de carburant pouvait tout renverser en quelques minutes. La mer elle-même, avec ses brumes basses et ses grains imprévisibles, était un acteur capricieux. L'ordre décisif était arrivé peu avant l'aube du 23 mai 1941. Dans la salle des cartes du navire amiral, face aux côtes dentelées de Norvège et à l'éventail gris du Nord-Atlantique, l'amiral Günther Lütjen détaillait la situation météo et les derniers renseignements. Le papier portait une signature lourde, celle du grand amiral Erik Rader. Nom de code, Renubung. Mission, une incursion de surface pour perturber les routes d'approvisionnement britanniques. Le plan, à la fois simple et audacieux, confiait à un duo la tâche de frapper là où l'Empire vivait, ses convois. Le cuirassé Bismarck, vaisseau amiral flambant neuf, partirait avec le croiseur lourd Prince Jean. Objectif, sortir discrètement vers l'Atlantique, éviter tout engagement inutile et semer la panique parmi les navires marchands. Depuis les premiers mois de la guerre, le blocus britannique étranglait peu à peu la machine allemande. Les U-boats mordaient, mais pas assez pour briser le flux continu venant des États-Unis et des Dominions. Les raiders auxiliaires avaient eu des succès, vite rattrapés par la patrouille inlassable de la Royal Navy. Alors, une autre idée s'imposait, engager de grandes unités de surface, rapides et puissantes, pour peser sur le moral et sur l'économie. Risqué ? Évidemment. Le Graf Spee gisait déjà au large de l'Uruguay, le Blücher avait sombré en Norvège, et le tandem Scharnhorst-Gneisenau traînait les cicatrices de ses propres sorties. Mais le Bismarck n'était pas n'importe quel navire. Orgueil de la Kriegsmarine, il combinait puissance et protection dans des proportions inhabituelles. Une artillerie principale de 380 mm capable d'envoyer des obus d'un poids ahurissant sur plus de 30 km, une cuirasse aux épaisseurs modulées, un cloisonnement soigné, une vitesse qui, pour une telle masse, frisait l'invraisemblable. Les officiers britanniques le savaient, et ce savoir pesait sur chaque message qui traversait la Manche. On parlait du Bismarck à demi-mot, avec ce mélange de respect et d'inquiétude qu'inspirent les adversaires sérieux. La fenêtre météo, capricieuse maîtresse de ce théâtre, s'ouvrit fin mai. Les escadres britanniques, étirées entre Méditerranée et Atlantique, laissaient entrevoir, sur le papier, de minuscules interstices. La surveillance alliée ne pouvait pas être partout à la fois. En face, Lütjen, officier méthodique, réputé, peu enclin aux gestes théâtraux, savait que la réussite n'était pas une affaire de bravoure bruyante mais de discrétion et de tempo. On tracerait la route par la Baltique, longeant la Suède, puis la côte norvégienne, avant de tenter la passe du détroit du Danemark vers l'océan ouvert. Une fois l'Atlantique atteint, la consigne était claire, éviter les grandes unités ennemies, dérouter les convois, frapper vite, disparaître. La réunion préparatoire fut brève, dense. Au commandement du Bismarck, le capitaine Ernst Lindman, marin rigoureux, très attaché au navire et à ses hommes, faisait face à l'amiral. On passa en revue les étapes, les points de ravitaillement éventuels, les codes radio, les règles d'engagement. Ne pas ouvrir le feu si l'ombre pouvait suffire, n'allumer le radar qu'en cas d'absolue nécessité, bannir les transmissions trop bavardes. Les U-boats, en sentinelles dispersées, devaient signaler ce qu'ils voyaient. Des avions de reconnaissance à long rayon d'action compléteraient le filet. Tout, sur le papier, ressemblait à un mécanisme bien huilé. Restait la mer. Au crépuscule, l'ancre grinça. Les hélices tournèrent, lourdes et dociles, et la coque sembla se détacher du quai comme si elle avait attendu ce départ depuis toujours. À côté, le Prince Jean imitait le mouvement. Les lumières du rivage s'éteignirent peu à peu, avalées par une brume maigre. Les hommes connaissaient la théorie. Il leur restait à écrire la pratique. Les moteurs ronronnaient à un régime mesuré, la radio se tut comme un souffle retenu, et seuls les signaux optiques passaient d'un pont à l'autre. Les silhouettes d'acier prirent le nord. Le Bismarck avait été préparé avec un soin maniaque. Soute pleine, artillerie réglée, système testé,
portes étanches vérifiées. Les équipes machines surveillaient des cadrans que l'on aurait cru vivants, les vigies épluchaient l'horizon avec une patience d'horloger. Et, sur la passerelle, l'amiral et le capitaine se partageaient ce silence particulier qui précède les grandes secousses. On répète souvent qu'aucun navire n'est invulnérable. Ce soir-là, personne n'avait besoin de le rappeler. Chacun le sentait, jusque dans la façon d'ajuster un col ou de resserrer une sangle. Le pari était lancé, et, pour quelques heures encore, nul ne savait s'il serait génial ou funeste. L'océan, lui, gardait ses secrets-là. Nuit du 19 mai 1941 n'avait rien d'héroïque. Un plafond bas, une pluie fine, un port silencieux. Pourtant, dans l'ombre, deux silhouettes immenses glissaient. Le Bismarck mit ses machines en régime peu avant 2 heures. Les hélices brassèrent le noir, et l'étrave fendit l'eau avec une douceur trompeuse. À bord, peu de mots. L'important se disait par geste, par regard. Le prince Jean se plaça à distance convenable, manœuvrant souplement comme un chien de chasse qui connaît son maître. Pour les premières milles, des dragueurs de mines ouvraient la voie. La Baltique gardait encore des cadeaux dangereux, semés par tous les camps. Sur la passerelle, Lindemann et Lütjen superposaient leur calme. Les décisions essentielles se prenaient à quelques mètres de là, dans la salle des cartes. La sortie avait été pensée pour passer sous les radars. Pas de projecteurs, communication au minimum, cap proche des côtes pour masquer le sillage. L'obscurité et le crachin faisaient, pour une fois, office d'alliés. La Baltique fut franchie sans incident notable. Face à la Suède, les hommes sentaient cette tension feutrée qui suit l'inconnu. Plus au nord, le Kattegat resserrait ses eaux. Le trafic y était plus dense, des pêcheurs, des caboteurs, autant de regards possibles. On renforça la veille, on ajusta les consignes, paré à l'imprévu sans tirer le premier. La priorité n'était pas la gloire, c'était l'invisibilité. Le 21 mai, escale technique au Grimstadfjord, au sud de Bergen. Le prince Jean y prit du carburant, l'ensemble passa une ultime revue. Les nuages, bas et complaisants, donnaient l'illusion d'un rideau protecteur. Il y avait pourtant, là-haut, un œil que l'on n'avait pas prévu. Un Lockheed Hudson britannique, en patrouille, passa, photographia, s'éloigna. L'instant fut bref, mais suffisant pour alimenter, de l'autre côté de la mer, l'alerte encore tiède qui rôdait depuis des jours. Les équipages, eux, n'en savaient rien. On remit en route le 22 au soir, par un chenal étroit où la moindre lumière aurait trahi la présence de géants. Vint alors la porte étroite, le détroit du Danemark. Entre l'Islande et le Groenland, un goulet de vent, de glace tardive, de crachin, et, surtout, un poste avancé de la Royal Navy. Lütjen serra sa formation, limita l'usage du radar pour ne pas hurler sa position dans les terres. La mer se fit plus rude, la visibilité se contracta en nappe de brouillard. Paradoxalement, le mauvais temps protégeait, les ailes ennemies hésitaient, les silhouettes se dissolvaient. Les deux navires, parallèles, communiquaient par éclats de lumière convenus. À la machine, on veillait la pression comme on veille un secret. À l'artillerie, on attendait, silencieux, que les ordres changent. Le 23 mai, au matin, un liseré nouveau apparut sur l'écran d'un radar britannique. Le croiseur Suffolk, en patrouille, accrocha 2 échos massifs. Distance, cap, vitesse, tout concordait. À 8 heures, on distingue, entre 2 pans de brume, un avant-droit, une superstructure haute. Le doute se dissipe. C'est lui. Le message file vers l'Amirauté et vers le Norfolk, qui se rapprochent. Les ordres deviennent clairs. Ne pas perdre le contact, tenir hors de portée de l'artillerie adverse, guider les poids lourds qui convergent. Le Suffolk reste en chien de garde à distance, invisible mais présent, ses ondes palpant l'espace comme des doigts. Au sud, le Norfolk tente une approche de reconnaissance, essuie 2 salves, se dérobe derrière un écran de fumée. La chasse commence, et, avec elle, cette forme étrange de combat où l'on ne tire pas encore, mais où chaque minute compte. À Scapa Flow, à Londres, les tracés sur la carte se multiplient, où des Prince of Wales reçoivent l'ordre d'intercepter, d'autres unités s'échelonnent pour couper les routes possibles. L'amiral Tovey, sur le King George V, ordonne, réordonne, mesure, ajuste. Tout ce qui flotte et peut tenir la mer se met en mouvement. À bord du Bismarck, on sait que l'ombre est percée. Lütjen n'entend pas changer de plan. Plonger au sud-ouest, gagner l'Atlantique, s'évanouir au milieu des routes marchandes. Il place le prince Jean en tête pour que son radar traque d'éventuelles menaces masquées et intervertit les positions, un détail que les poursuivants ne remarquent pas tout de suite. Les Britanniques, eux, alimentent l'information en continu, des relèvements, des vitesses, des segments estimés. Parfois le brouillard avale les échos, puis les recrache. La nuit ajoute sa couche d'incertitude, les opérateurs fatiguent, l'équipement aussi. 1 heure, puis 2,
le Suffolk perd le contact, le retrouve. Mais la trame générale se précise. Cap au sud-ouest, vitesse irrégulière. Peut-être une économie de carburant, peut-être une ruse. Aux petites heures du 24 mai, les croiseurs savent qu'ils ne sont plus seuls. Au-delà de la brume, quelque part, viennent 2 silhouettes britanniques lancées à toute vitesse. Leur capitaine envoie un dernier rapport et se tait. À partir de maintenant, ce sont d'autres canons qui parleront. Le tableau est dressé, les acteurs installés. Le rideau peut se lever sur une des scènes les plus commentées de la guerre en mer. L'aube du 24 mai 1941 n'était pas une vraie aube. Plutôt une dilution de gris, pesante, humide. Le Bismarck et le Prinz Eugen filaient vers le sud quand des silhouettes se découpèrent, d'abord incomplètes, puis de plus en plus nettes. À 5h35, la reconnaissance allemande tranche, 2 grandes unités britanniques approchent, proue au vent, vitesse maximale. À bord, la tension devient un instrument. Lütjen, prudent, répugne à tirer le premier. Lindemann, soldat de métier, c'est ce qu'implique de se laisser cribler sans répondre. Les artilleries se préparent, les télémètres s'ouvrent, les calculs pleuvent. À 5h52, le premier coup de tonnerre, le Hood ouvre le feu à grande distance. Le Prince of Wales, nouveau venu dans la flotte, suit. Côté allemand, on prend quelques secondes de plus, par doctrine autant que par sang-froid, puis la réponse jaillit. Les colonnes d'eau s'élèvent, serrées, la mer tressaille à chaque impact. Les trajectoires se croisent selon des choix tactiques classiques. Réduire la distance pour améliorer la précision, mais au prix d'exposer le pont. Le Hood tente d'imposer sa stature d'icône. C'est encore, dans l'imaginaire britannique, le navire amiral de l'orgueil national, tandis que le Prince of Wales bataille avec ses propres soucis de jeunesse, sa mécanique pas encore totalement docile. Un obus du Prince Eugen allume un incendie sur le Hood, quelque part dans ses superstructures. Rien, à ce stade, qui ressemble à une condamnation. Mais le Bismarck, désormais concentré, martèle sa cible. Quelques minutes passent, à peine. Puis, l'inimaginable. Une salve place un obus là où il ne fallait pas. L'explosion est d'une violence qui sidère même les témoins aguerris. On dirait que le navire se brise. En tout cas, il disparaît du visible en quelques secondes. Le vacarme n'est rien comparé au silence qui suit. 3 survivants seulement, sur plus d'1 millier d'âmes. Le Prince of Wales évite les débris et, choqué, continue le combat, touche le Bismarck à plusieurs reprises, dont une atteinte perfide sur un réservoir de carburant, puis décroche sous écran de fumée. Lütjen ne poursuit pas. Inutile de foncer tête baissée contre un adversaire encore capable de se défendre, dans une zone où la Royal Navy se rapproche. Dans les heures qui suivent, la nouvelle parcourt la Grande-Bretagne comme un courant électrique. On pleure, on s'indigne, on promet. Churchill lui-même emploiera des mots qui deviendront célèbres. Sink the Bismarck. À l'amirauté, il n'y a plus de demi-mesure. La chasse, déjà en cours, devient obsession. Les ordres partent à la chaîne, les bâtiments se déroutent, les appareils de reconnaissance quadrillent ce que la météo laisse visible. Au même moment, au cœur du cuirassé allemand, un constat s'impose. La fuite de carburant limite l'autonomie. Les vibrations signalées sur une hélice inquiètent les mécaniciens. La victoire tactique se paie d'un handicap stratégique. Lindemann propose une solution logique. Rallier un port français sous contrôle allemand, y trouver des réparations, une couverture aérienne, un sas pour reprendre souffle. Lütjen, d'abord fidèle au plan de dévastation des convois, finit par admettre l'évidence. Avec cette fuite, persister en pleine Atlantique serait s'exposer à l'encerclement. Décision est prise de séparer le duo. Le Prince Jean, plus discret, poursuivra la mission contre le trafic allié. Le Bismarck mettra cap vers le sud-est, destination, au bout du calcul, les côtes de France. Ce choix, rationnel, n'ôte rien à la difficulté. L'Atlantique n'est pas une salle vide. C'est un amphithéâtre où les couloirs d'approche se lisent comme des lignes sur une paume. Des Catalina patrouillent, des croiseurs cisaillent les routes probables, des destroyers attendent d'avoir un sillage à suivre. Par un moment cruel pour les nerfs, le contact est perdu. La météo masque, le silence radioprotège, la mer range ses pièces. Lütjen en profite pour alléger la vitesse, changer légèrement son cap, brouiller les cartes, effacer sa trace. Mais l'effacement ne dure pas. Un Catalina finit par apercevoir la coque que tout le monde cherche. Le signal repart, net. Les gros bras reçoivent de nouvelles coordonnées. King George V et Rodney s'ajustent, et, plus au sud, un acteur inattendu prend sa place. À Gibraltar, l'Arc Royal a appareillé. À son bord, des biplans qui ont l'air sortis d'un autre âge, les Swordfish. 2 ailes, une structure qui vibre, une vitesse qui ferait sourire un pilote de chasse moderne. Pourtant, dans la mer hachée, sous un ciel bas, cette lenteur devient une qualité.
Les premiers décollages ont le goût amer de l'erreur. Confusion de cible, torpille mal reconnue, un croiseur britannique frôlé par un coup ami qui n'explose que par défaut technique. On rectify, on recommence. Et, cette fois, le gris qu'on cherche est bien le bon. Le Bismarck ouvre un feu nourri contre ses moustiques opiniâtres. Les tracés filent, les affûts lourds peinent à suivre des trajectoires si basses, si lentes, si imprévisibles. Les Swordfish attaquent en éventail, composent avec la houle, avec la nuit qui tombe. Une torpille frappe près de la poupe. Un soubresaut secoue le navire. Les rapports convergent, le gouvernail est touché. On tente la compensation par les hélices, les variations de régime, les artifices de marins qui ont lu tous les manuels. Le Bismarck, cependant, n'obéit plus tout à fait. Il décrit de larges courbes, prisonnier d'un défaut qui n'a rien de spectaculaire mais qui décide de tout, l'impossibilité de choisir sa route. Alors, la partie change de nature. La proie ne peut plus vraiment s'échapper. La flotte britannique, informée, se rassemble, gagne ses positions. On harcèle la nuit, torpille après torpille, pour user, distraire, empêcher toute réparation miracle. À bord du cuirassé, on se bat contre l'eau, contre la fatigue, contre l'idée qu'on a perdu la main. Des messages partent vers la terre, demandent l'ombre protectrice d'une escadrille, la morsure d'un U-boot, n'importe quoi qui détournerait le destin. Le matin promet autre chose, une scène claire, ordonnée, létale. L'aube du 27 mai 1941 n'étire une lumière blême sur une mer encore nerveuse. Les silhouettes du King George V et du Rodney se présentent par l'ouest, prudemment mais inexorablement. Le Bismarck flotte toujours. Sa coque garde sa majesté, mais ses entrailles ont changé de camp. Les ordres circulent, simples, presque froids. On distance, on calibre, on ouvre le feu. Les premières salves britanniques tombent courtes, puis se calent. À bord du cuirassé allemand, on répond. Les grosses pièces tonnent encore, mais l'assiette incertaine, l'impossibilité de choisir la meilleure gîte, la perte progressive de moyens de conduite rendent chaque tir plus difficile. Très vite, les superstructures souffrent. Antennes, postes d'observation, télémètres sont arrachés ou déformés. Les communications deviennent des cris, des gestes. Une tourelle se tait, puis une autre. Des incendies prennent, on les combat, on cède, on replie. À distance, le Norfolk et le Dorsetshire ajoutent leurs coups. Le Rodney envoie même des torpilles, coup rare pour un cuirassé, qui entame les flancs sous la ligne de flottaison. L'eau, patiente, tire son avantage. Les pompes, saturées, peinent à suivre. Le bâtiment gîte, se redresse, gîte à nouveau. Sur le pont, on devine la gravité des décisions. Continuer à tirer tant qu'il reste une bouche à feu, mais aussi penser à l'après. Faut-il s'aborder pour éviter la capture? Le débat est ancien dans toutes les marines. À bord, il se tranche dans l'urgence. Des charges sont placées au point clé, des clapets préparés. Ce n'est pas renoncer, c'est refuser le trophée. Au plus fort du fracas, des groupes de marins tentent de rejoindre les zones moins exposées. Certains sautent, d'autres restent à leur poste, inflexibles. L'eau de l'Atlantique, mordante, prend vite le dessus. Vers 9 heures passées, le navire s'enfonce par l'arrière. La mer dévoile un instant des hélices, puis les engloutit. Le Dorsetshire s'approche, lance encore, achève. À 10 heures, il ne reste qu'un champ de débris. Planches, toiles, matériel tordu, manches à terre, casques, gilets. Les opérations de sauvetage commencent, brèves, difficiles. Les destroyers craignent des sous-marins, coupent court. On repêche une poignée de survivants, une centaine à peine, sur les plus de 2000 hommes qui armaient le colosse. Le reste coule avec le navire, ou se perd dans un froid qui n'a pas de pitié. Sur les passerelles britanniques, personne ne fanfaronne. On note, on photography, on consigne. La victoire est nette, mais elle a un goût âpre, celle d'une leçon apprise dans le feu. Dans les salles où l'on rédige des rapports, on souligne la coordination des armes. Renseignements, avions embarqués, croiseurs de veille, cuirassés d'achèvement. On dresse aussi la liste des ajustements nécessaires. Reconnaître les limites des détecteurs, corriger les défauts des torpilles, affiner la doctrine d'emploi mixte. À Londres, le soulagement est palpable. Le traumatisme du Hood trouve, sinon réparation, du moins une réponse. Churchill imprime à l'épisode sa marque, transforme la formule en symbole, renforce la détermination d'une nation qui vacille parfois, mais ne rompt pas. À Berlin, la propagande choisit ses angles. On exalte la résistance du navire allemand, on rappelle la perte infligée, on tait les chiffres cruels. Dans les états-majors, on fait, malgré tout, un autre calcul. L'emploi de grands cuirassés, sans couverture aérienne permanente ni réseau logistique étoffé, frôle l'absurde stratégique. Tirpitz restera longtemps à l'ancre,
menaçant par sa simple existence. Le centre de gravité allemand se déplace vers là où le coût et l'efficacité se rencontrent mieux. La guerre sous-marine, flexible, clandestine, élastique. Le naufrage du Bismarck ne scelle pas seulement le destin d'un navire, il signe un basculement doctrinal. Les survivants, eux, emportent une mémoire différente. Chaleur insoutenable des compartiments en feu, obscurité hachée de craquements, couloirs qui deviennent des pièges, amis perdus au détour d'une cloison. Interrogés plus tard, ils diront la fierté technique et la fragilité humaine, la sensation d'être à bord d'une forteresse qui, pourtant, peut mourir. C'est peut-être la leçon la plus nue. La mer est la plus grande des indifférences, et la technologie, même raffinée, ne suffit jamais seule. Avec le temps, l'épave sera retrouvée par des explorateurs des grands fonds. À des milliers de mètres sous la surface, les caméras montreront les déchirures, les chocs, les pans de coque retournés, et l'on discutera sans fin des causes exactes de la fin. Torpilles britanniques, inondations incontrôlées, sabordage volontaire, comme si reconstituer la mécanique pouvait épuiser le sens. Pourtant, ce qui demeure le plus lisible pour qui regarde l'ensemble, c'est l'épitaphe d'une époque. Les porte-avions, même imparfaits, ont prouvé ce jour-là que la portée aérienne change la donne. La coordination interarmes, mise en musique dans l'urgence, a dicté la partition. Et l'économie, au fond, s'est invitée à la table des amiraux. Qu'est-ce qui coûte? Qu'est-ce qui rapporte? Qu'est-ce qui pèse sur la volonté de l'adversaire? Pour un public français, l'histoire résonne au-delà des drapeaux. Elle parle de mer, de tactique, d'hommes. Elle dit ce que les grandes machines peuvent et ne peuvent pas, ce que la discipline exige, ce que le hasard tranche. Elle rappelle aussi que le mythe et la stratégie ne font pas toujours bon ménage. Il suffit d'un torpilleur obstiné, d'une décision lente à corriger, d'une météo qui choisit son camp, pour qu'un colosse vacille. Le Bismarck, gisant au fond comme une cathédrale effondrée, continue de hanter les récits parce qu'il condense les contradictions d'un temps, l'orgueil du métal, l'intelligence des ingénieurs, la fatalité des erreurs, la force d'un adversaire qui apprend vite. Dans le roulis des décennies, ce naufrage ne cesse d'interroger. Était-il inévitable? Aurait-on pu l'éviter en rentrant plus tôt, en changeant d'itinéraire, en attendant une autre fenêtre? Ces questions ont autant de réponses que de compteurs. Pour la narration, il reste des images puissantes. Un géant qui sort de la brume, un autre qui s'y dissout, et, entre les deux, des hommes qui, l'espace de quelques jours de mai, ont tout mis sur la table. C'est cela, au fond, qui fait d'une chronique de mer une histoire qui nous parle encore.